Je n'aurais jamais imaginé devenir cette femme assise seule dans une maison silencieuse, fixant une robe noire en se demandant si elle était devenue la méchante de sa propre histoire familiale pour avoir coupé tout contact avec ses parents à jamais. Mon mari, Julien, était le genre d'homme capable de transformer un mardi pluvieux à Bordeaux en une journée qui ressemblait à des vacances. Il avait cette lumière rare qui rendait tout plus doux autour de lui. Mais il y a 6 mois, un accident de voiture me l'a arraché brutalement, pulvérisant ma vie en 1000 morceaux impossibles à recoller. Le jour de ses funérailles, le jour où j'avais besoin de mes parents plus que jamais dans toute mon existence, ils n'étaient pas là. Ils ne sont pas venus à l'église, ils ne sont pas venus au cimetière, et ils n'ont même pas envoyé un message avant plusieurs heures plus tard, prétendant qu'ils avaient un rendez-vous impossible à reporter. J'ai découvert ensuite qu'ils avaient passé cet après-midi dans le cabinet privé d'un psychiatre, non pas pour gérer leur propre chagrin, mais pour entamer une procédure visant à me faire déclarer mentalement inapte afin de prendre le contrôle de mon héritage et de ma maison. Alors dites-moi franchement, suis-je un monstre pour avoir fait en sorte qu'ils perdent tout à la place ? Est-ce que vous auriez trouvé la force de leur pardonner, ou est-ce que vous auriez fait exactement ce que j'ai fait en brûlant définitivement tous les ponts qui me reliaient à eux ? Pour comprendre comment mes propres parents ont pu comploter contre moi au moment où j'étais au plus bas, il faut comprendre le fonctionnement de la famille Morel. En grandissant, j'étais ce qu'on appelle l'enfant modèle, mais pas dans le sens où j'étais gâtée. J'étais l'enfant parfaite parce que j'avais toujours d'excellentes notes, je ne faisais jamais de vagues et je donnais à mes parents une image dont ils pouvaient être fiers. Avec le temps, je suis aussi devenue leur sécurité financière. Mon père, Gérard, vivait constamment au-dessus de ses moyens. Il passait sa vie à courir après des investissements absurdes qui échouaient systématiquement. Ma mère, Sylvie, l'encourageait dans toutes ses folies. Elle se souciait davantage des marques de luxe sur ses sacs à main que des dettes qui s'accumulaient autour d'eux. Quand j'ai épousé Julien, un architecte reconnu avec un cœur immense et des économies confortables, mes parents l'ont immédiatement vu comme un distributeur automatique personnel. Julien était toujours gentil avec eux. Il leur prêtait de l'argent, même si nous savions tous les deux qu'il ne rembourserait jamais rien. Mais il était aussi intelligent. Il imposait des limites. Il avait pris soin de protéger nos biens personnels, y compris cette magnifique maison ancienne près du centre historique de Bordeaux que nous avions achetée et rénovée ensemble pendant des années. Quand Julien est mort, le chagrin est devenu un océan dans lequel je me noyais chaque jour un peu plus. Il était mon mari, mon meilleur ami et la seule personne capable de tenir la cupidité de mes parents à distance. Dans les semaines précédant les funérailles, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je ne mangeais presque plus. Je ne dormais plus. Et l'argent était la dernière chose à laquelle je pensais. Mes parents, eux, ne pensaient qu'à ça. Ils venaient sans arrêt à la maison, mais ils ne m'apportaient ni repas ni soutien. Ils n'aidaient pas pour les démarches ni pour l'organisation des obsèques. Ils fouillaient. Je surprenais ma mère à observer les tableaux au mur ou à demander où Julien gardait les documents importants. J'étais trop détruite pour voir les signaux d'alerte. Je croyais qu'ils étaient simplement maladroits ou qu'ils essayaient d'aider à leur manière tordue. Le jour des funérailles est arrivé sous un ciel gris et glacial. J'ai attendu mes parents devant l'église Saint-André. Je regardais sans cesse vers la rue, espérant voir apparaître la vieille Peugeot grise de mon père. Mon frère Antoine était là, perdu et furieux, me demandant où étaient nos parents. Je n'avais aucune réponse. J'ai assisté à la cérémonie, à l'éloge funèbre qui m'a brisé le cœur, puis à l'enterrement dans un état de vide total, avec cette sensation terrible d'avoir été abandonnée. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, épuisée et détruite, j'ai trouvé un message de ma mère. Il était court et glacial, nous avions un rendez-vous avec le docteur Delorme impossible à déplacer. C'était nécessaire, Camille. Nous parlerons demain. Je ne savais même pas qui était ce docteur Delorme. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un spécialiste pour le cœur de mon père. 2 jours plus tard, j'ai découvert par hasard un dossier oublié sur l'îlot de ma cuisine, et la vérité a commencé à apparaître. À l'intérieur se trouvaient des copies de mon dossier médical datant de 5 ans plus tôt, lorsque j'avais traversé une période de dépression après une fausse couche. Il y avait aussi des notes écrites à la main par ma mère décrivant mon comportement depuis la mort de Julien, refus de manger, crise de larmes, isolement, fatigue extrême.
Ils étaient en train de construire un dossier contre moi. Ils avaient manqué les funérailles parce qu'ils rencontraient un psychiatre afin de discuter de la manière de me faire interner contre mon gré puis de placer ma vie sous tutelle. Ils voulaient faire croire que la mort de Julien avait provoqué chez moi une rupture psychologique afin de pouvoir s'installer chez moi et gérer l'argent de l'assurance vie. Voilà dans quelle situation je me trouvais. Pendant que j'enterrais mon mari, mes propres parents cherchaient un moyen légal de me voler mon autonomie, ma maison et ma vie parce qu'ils étaient ruinés et désespérés. Je me tenais dans ma cuisine avec entre les mains la preuve que ma famille me traquait comme une proie. Avant de raconter comment j'ai retourné toute la situation contre eux et découvert le secret qui a détruit leur plan, prenez un instant pour réfléchir. Si vous découvriez que vos parents avaient manqué les funérailles de votre conjoint pour préparer un moyen de vous voler votre héritage, quelle serait votre première réaction? Vous les affronteriez immédiatement ou vous garderiez votre calme en préparant votre riposte dans le silence? J'aimerais sincèrement savoir ce que vous auriez fait à ma place. Moi, j'ai choisi de rester calme. Mon cœur hurlait de douleur, mais mon esprit est passé en mode survie. J'ai appelé mon avocate, Sophie, une amie proche de Julien, et je lui ai montré tous les documents. Elle était horrifiée. Elle m'a expliqué qu'il était difficile de faire déclarer quelqu'un mentalement inapte, mais que mes parents préparaient clairement une guerre judiciaire. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Julien était extrêmement méticuleux. Il avait un coffre dans son bureau que mes parents n'avaient jamais réussi à ouvrir. Je l'ai ouvert et j'y ai trouvé un enregistreur numérique. Julien avait commencé à enregistrer certains appels téléphoniques 1 an plus tôt après que mon père l'avait menacé à propos d'un prêt qu'il refusait de lui accorder. Sur l'un des enregistrements, on entendait clairement mon père dire « Si tu refuses de nous donner cet argent, je ferai croire à Camille que tu la trompes. Je détruirai votre mariage et je prendrai tout ce qu'elle possède quand elle te quittera. » C'était du chantage pur et simple. Mais ce n'était pas tout. En triant du courrier récent que mes parents faisaient étrangement envoyer chez moi, j'ai découvert une procédure de saisie concernant leur propre maison. Ils étaient à quelques semaines de perdre leur logement. Voilà pourquoi ils étaient devenus si désespérés. Ils n'étaient pas seulement avides. Ils étaient en train de sombrer et avaient décidé d'utiliser la mort de mon mari comme bouée de sauvetage. Une semaine après les funérailles, je les ai invités à dîner. Ils sont arrivés avec des sourires faux et forcés, comme si rien ne s'était passé. Ils ont vaguement présenté des excuses pour leur fameux rendez-vous médical. Ma mère a même osé me dire « Camille, ma chérie, tu as l'air si faible, nous avons beaucoup réfléchi et nous pensons qu'il serait préférable que nous venions vivre ici pour prendre soin de toi. Dans ton état, tu n'es clairement pas capable de gérer cette maison ni les factures. » Je l'ai laissé terminer. Je l'ai laissé expliquer comment il pourrait administrer l'argent de l'assurance à ma place. Puis j'ai posé l'enregistreur numérique au milieu de la table et j'ai appuyé sur lecture. Le visage de mon père quand il a entendu sa propre voix menacer mon mari décédé est une image que je n'oublierai jamais. Il est devenu livide en quelques secondes. Ensuite, j'ai fait glisser vers eux le dossier qu'ils avaient oublié chez moi, accompagné du document concernant la saisie de leur maison. Je leur ai dit que je savais tout sur le docteur Delorme. Je leur ai dit que je savais qu'ils essayaient de me faire interner. Ma mère s'est mise à pleurer avec ces mêmes larmes manipulatrices qu'elle utilisait depuis toujours, mais cette fois je ne ressentais plus rien. Je leur ai donné 24 heures pour récupérer leurs affaires et quitter ma maison. Je leur ai dit que si je les revoyais un jour, je remettrais les enregistrements à la police et déposerais plainte pour chantage. Je leur ai aussi annoncé que j'avais déjà pris contact avec la banque afin qu'ils ne puissent jamais toucher un centime de l'assurance vie de Julien. Les conséquences ont été violentes. Ils ont tenté de retourner toute la famille contre moi en racontant à mes oncles et tantes que j'étais devenue froide et paranoïaque après la mort de Julien. Mais j'ai envoyé l'enregistrement à mon frère ainsi qu'au reste de la famille. Après ça, le silence de leur côté a été assourdissant. Mes parents ont perdu leur maison. Aujourd'hui, ils vivent dans un petit appartement étouffant à plusieurs centaines de kilomètres de moi et je ne leur ai plus parlé depuis des mois. Ils m'ont récemment envoyé une lettre me demandant pardon, affirmant qu'ils avaient seulement agi par désespoir. Mais le désespoir de parents ne devrait jamais consister à détruire leur propre enfant. J'ai vendu la grande maison.
Elle contenait trop d'ombre et trop de souvenirs des personnes qui avaient tenté de voler ma vie pendant que je pleurais mon mari. Je me suis installée dans un petit cottage au bord de l'océan Atlantique, près de La Rochelle. Et pour la première fois de toute ma vie, je me sens en sécurité. J'ai compris qu'un lien de sang ne suffit pas à faire une famille. Ce sont la loyauté et l'amour qui la construisent. Mes parents ont échoué à l'épreuve la plus élémentaire de l'humanité. Et même si la solitude fait mal, elle fait moins souffrir que d'être entouré de serpents. Cette expérience m'a appris que les personnes censées nous protéger sont parfois celles dont il faut le plus se méfier. Le deuil est déjà assez difficile sans devoir mener une guerre contre sa propre famille. S'il y a une leçon à retenir de tout cela, c'est qu'il faut écouter son instinct et protéger sa paix intérieure, peu importe qui tente de la détruire. Vous n'êtes pas obligé de garder des personnes toxiques dans votre vie simplement parce que vous partagez le même ADN. Si vous pensez que j'ai eu raison de couper les ponts avec eux et de révéler la vérité, laissez un like sous cette vidéo. Cela m'aide à sentir que je ne suis pas seule. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires où la vérité finit toujours par éclater. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Est-ce que je suis allée trop loin, ou est-ce qu'ils ont simplement récolté ce qu'ils méritaient? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.